Bonjour à tous. Alors, c'est un autre plaisir renouvelé de vous retrouver encore aujourd'hui dans cette jolie plateforme, à savoir Qaraya Dar. Donc, on ne s'est pas vu, hein, parce qu'on était en vacances. On le méritait bien, en fait. Et du coup, au fait, là, on reprend. D'habitude, au fait, j'avais l'habitude de vous voir les vendredis, mais finalement, dans ce semestre-là, j'ai envie de dire, donc, je vais plutôt, bien sûr, vous rencontrer tous les samedis à 17 heures. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de la conduite du changement. Donc, pourquoi j'ai choisi ce thème? J'ai envie de vous dire. Alors, j'ai choisi ce thème parce que, au fait, beaucoup d'entreprises aujourd'hui et beaucoup de managers, mais aussi de managers, ils sont complètement confrontés à cette problématique de conduite de changement. Alors, nous sommes bien évidemment, en fait, dans un contexte très spécial. Donc, d'abord, au fait, il y a le Covid-19. Alors, personne ne voyait venir le Covid-19. Et du coup, du jour au lendemain, les entreprises, elles sont tous retrouvées, bien sûr, confrontées à une nouvelle façon de concevoir le travail, une nouvelle façon d'organiser le travail, une nouvelle façon, bien évidemment, en fait, de manager les salariés en entreprise. Et donc, systématiquement, en fait, on a commencé à avoir besoin de managers qui puissent rassurer les salariés et qui puissent les accompagner, que ce soit pour le télétravail, que ce soit pour peut-être bien fait de nouvelles organisations. Il va y avoir aussi le post-Covid-19 et bien évidemment, beaucoup d'entreprises, elles vont bien sûr reprendre, mais pas comme avant. Elles vont reprendre avec des organisations qui seraient beaucoup plus adaptées, bien évidemment, à une vision, on va dire, qui est complètement différente, bien sûr. Donc, la vision, on va dire, post-Covid-19. Alors, donc, aujourd'hui, la conduite du changement, elle va avoir toute sa place dans le management. Alors, donc, c'est pour ça que j'ai choisi d'en parler aujourd'hui. Alors, donc, quel est l'intérêt de la conduite du changement? Alors, déjà, pour les utilisateurs, c'est une nouvelle façon de travailler. Alors, vous qui êtes en train de me regarder aujourd'hui, que vous soyez étudiant ou que vous soyez peut-être bien fait professionnel, alors si vous êtes professionnel, vous avez bien vu que vous êtes passé au télétravail et donc votre façon de travailler, elle a complètement changé. Et si vous êtes bien fait des étudiants, vous avez bien compris que vous êtes passé à la formation en ligne et donc aussi votre façon de travailler, elle a changé. Et du coup, le Covid-19, c'est plutôt un contexte spécial, certes, mais c'est un contexte qui est porteur de changement. Et donc, il va inciter les uns et les autres à manager dans la complexité. Il va inciter les uns et les autres également à bien évidemment changer leur façon de travailler ou alors changer leur façon bien évidemment en fait d'aborder le travail ou de l'approcher. Donc c'est un peu l'intérêt de éventuellement en fait ce contexte très très intéressant. Alors de ce point de vue, voilà mesdames et messieurs, hein, c'est intéressant parce que la conduite du changement pour les utilisateurs, elle va forcément en fait leur permettre bien sûr de concevoir de nouvelles façons de travailler. Ça va leur permettre aussi, pourquoi pas, de disposer de nouveaux outils de travail qui vont aussi leur permettre la performance autrement et différemment. Ça pourrait aussi concerner la nouvelle distribution de nouveaux rôles en entreprise et dans les organisations, bien évidemment, et puis aussi de nouvelles responsabilités, pourquoi pas. Alors, maintenant, pour les informaticiens en entreprise, ce sont les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour lesquelles il faudrait s'adapter. Les mutations des métiers aussi, donc un peu l'informatique stratégique ou autre. Et puis pour l'encadrement, c'est un rôle transverse qui est celui de piloter le changement. C'est aussi une vision intégratrice qui permettrait bien évidemment aux troupes d'intégrer cette façon nouvelle de voir le travail ou alors cette façon nouvelle bien sûr de conduire bien évidemment en fait le travail nouveau en entreprise. Et donc, l'encadrement devra donner une importance bien particulière à la communication. Et on verra la communication dans le cadre d'une stratégie de conduite de changement, quel rôle elle occupe et puis quelle stratégie de communication pourrait bien en fait dans cette conduite du changement. Alors, pour commencer, donc, ce n'est pas le changement qui fait peur aux gens, mais c'est l'idée qu'ils se font du changement qui leur fait peur. Voilà, c'est ça un peu ce qui est assez spécial dans le changement. Ce n'est pas lui-même le changement qui fait peur, mais c'est la perception qu'on a du changement. L'idée qu'on se fait du changement qui fait peur éventuellement. Et du coup, les uns et les autres, ils vont commencer à voir en le changement une menace. Il y en a qui voient en lui une insécurité, il y en a qui voient en lui un challenge, il y en a qui voient en lui une menace, il y en a qui voient en lui éventuellement une remise en cause de leur façon de travailler ou alors qu'ils avaient de travailler. Mais c'est un peu la perception qu'on a du changement qui rend le changement difficile, mais pas le changement en lui-même. Ce qui fait que c'est une réelle guerre
contre, bien sûr, notre perception du changement en lui-même, mais pas éventuellement ce qu'on vous demande, bien sûr, de changer pour. C'est un peu ça ce qui, voilà, c'est-à-dire. Alors donc, en principe, dans une entreprise, quand on fait de la conduite du changement, donc on a systématiquement, en fait, peu de personnes qui sont impliquées dans ce travail de changement. Mais on aura beaucoup de résistance éventuellement, surtout au premier. C'est un peu, ça a été communément admis, communément, bien sûr, en fait, remarqué un peu partout. Alors, nos perceptions étant modélées en fonction de nos processus de pensée, il nous est très difficile de découvrir ce qui est évident. Simplement parce que nos anciennes tournures de pensée bloquent notre capacité de voir ce qui est vieux d'un œil vif et nouveau. C'est ça, en fait. C'est que on est tellement, on a la tête dans le guidon, on est tellement dedans, on a tellement c'est-à-dire l'habitude de faire et de faire de cette façon que bien évidemment tout cela nous bloque au niveau de la pensée et nous empêche de voir que éventuellement on peut faire ça, mais d'un œil nouveau. On peut intégrer le nouveau, on peut intégrer le neuf pour faire les choses différemment. Bon, c'est ça, c'est de là éventuellement d'où vient le problème. C'est qu'on est tellement éventuellement, c'est-à-dire comme je disais, impliqué, on est un peu dans la routine, on est un peu dans la monotonie, qu'on n'arrive pas à voir que ce qu'on fait, on peut l'aborder d'un œil nouveau, bien sûr, d'une nouvelle manière. Et c'est de là d'où viennent bien évidemment toutes les perceptions et les pensées négatives par rapport à notre façon de travailler. Et c'est de là, bien sûr, d'où viennent bien sûr tous les blocages. Et ça rend la conduite du changement, on va dire, très difficile dans ce sens. Alors donc, 4 étapes vont bien évidemment en fait se mettre en valeur. Alors d'abord, il y a le passage en force. Ça veut dire que là, le changement, il est là. Que vous le vouliez ou pas, ça va se faire. C'est un peu ce qui s'est passé pendant le Covid-19. Dès qu'on a annoncé que le virus était sur place, on a annoncé le télétravail était là. Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, tu ne pourras pas aller travailler sur place ou sur les lieux. Tu devrais aller travailler chez toi et tu devrais déployer les moyens, les outils, les process sur le plan individuel et personnel qui te permettent d'être dans l'optimisation et l'efficacité de chez toi. Donc, tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, c'était un peu j'ai envie de dire, une obligation. On te demande pas ton avis, c'est pas le but, mais c'est là. Personne ne voyait le Covid-19 venir. Il était là. Une fois qu'il était là, il nous a imposé une nouvelle façon de travailler et de produire. Et du coup, on ne vous a pas demandé votre avis. C'est obligé, bien sûr. C'est un passage en force. Direct. On est dedans. Deuxièmement, la manipulation. C'est-à-dire, on commence éventuellement, en fait, à contourner, trouver des excuses, essayer de contourner la chose pour pas la faire. Troisième étape, c'est bien évidemment la discussion. On va essayer un peu de discuter pour essayer bien sûr de s'approprier le nouvel événement. Et donc, c'est la discussion qui permet l'appropriation. On va commencer à discuter ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, un peu parler de nos problématiques, parler peut-être bien en fait aussi de nos réticences, parler de les choses qu'on sent que c'est une menace pour nous. Et donc, cette discussion, elle permet l'acceptation. Et dès que l'acceptation, elle est là, on passe à la négociation. Et donc, éventuellement, de la négociation, il y a bien évidemment la production. Voilà. Alors donc, quelles sont les questions du résistant, celui qui résiste au changement? Il a une première question, c'est de quoi parle-t-on? C'est-à-dire, il refuse complètement. Mais de quoi tu me parles? Non, mais c'est quoi ça? Il veut pas savoir. Tu lui parles d'une nouvelle technologie de l'information, de la communication, tu as d'une nouvelle façon de travailler, tu dis, mais de quoi tu me parles? Mais bon, on n'en a pas besoin, hein. De quoi tu me parles? Qu'est-ce que je risque? Deuxième question, qu'est-ce que je risque? Maintenant, si je change, qu'est-ce que je risque? C'est ça, en fait. Donc, deuxième question, qu'est-ce qu'il risque? Troisième question, qu'est-ce que je gagne à changer? Qu'est-ce que je gagne? Donc, de quoi il s'agit? Qu'est-ce que je risque en adoptant ça? Et qu'est-ce que je gagne en adoptant ça? C'est ça, en fait, les 3 questions du résistant. Maintenant, les conséquences sur le résistant. Il y a 3 types de besoins. Premièrement, clarifier où l'on va, la vision. Maintenant, vous lui imposez un changement, marhaba, il veut bien, mais il faut absolument lui montrer la vision. Quelle est la vision de ce changement? Primo. Deuxièmement, l'auto-évaluation de l'impact sur chacun. Quel est l'impact de ce changement sur chacun? D'accord, je vais changer. Il n'y a pas de problème. Maintenant, mais qu'est-ce que j'ai gagné?
il doit évaluer l'impact de ce changement sur lui. S'il trouve que ce changement, il apporte de l'impact sur lui, il va y aller, il va adhérer. Mais s'il voit qu'il lui apporte rien, il va pas pouvoir éventuellement, voilà, adhérer. C'est sine qua non. Et troisièmement, donner l'opportunité d'être acteur. Il ne doit pas le subir. Il ne doit pas être là et puis on lui dit, écoute, tu fais plus ça comme ça, tu le fais comme ça. Pas du tout. Il faut peut-être bien fait lui demander qu'est-ce que tu en penses, comment tu trouves cette nouvelle façon, comment tu l'évalues, pilote-la, maintenant que tu l'as essayé, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu as trouvé, quelles sont tes critiques, quels sont tes commentaires. Et c'est comme ça éventuellement qu'il va rentrer dans la discussion et de la discussion vers la négociation et de la négociation vers bien évidemment l'intériorisation, l'appropriation et systématiquement la productivité. Voilà. Et donc il ne doit pas sentir qu'on lui impose la chose. Voilà, c'est pas comme ça éventuellement. Et du coup, donc je récapitule, il a 3 questions. De quoi on parle? Qu'est-ce que j'ai à perdre en le faisant ça? Et qu'est-ce que j'ai à gagner? Et donc, avec 3 besoins qui s'enclenchent, le premier besoin, c'est où est-ce que je vais avec ça? Télétravail, quelle est la vision sur le court, moyen et long terme? L'auto-évaluation, bien sûr, de l'impact de tout ça sur moi. Qu'est-ce que, éventuellement, en adoptant le télétravail, qu'est-ce que ça m'a apporté sur le plan personnel et individuel? Qu'est-ce que j'ai eu à y gagner sur le plan individuel? Et enfin, éventuellement, il faut qu'on lui donne l'occasion de dire ce qu'il pense de cette nouvelle façon de travailler, comment est-ce qu'il l'évalue, comment est-ce qu'il la juge, et comment éventuellement, en fait, il voit est-ce qu'elle est pertinente pour lui ou pas. Voilà. C'est comme ça qu'on arrive, bien sûr, au fait, à mieux j'ai envie de dire, l'intégrer. Voilà. Alors donc, 3, j'ai envie de dire, ce sont 3 leviers pour lesquels il faudrait répondre. Alors, le premier levier, c'est l'intérêt. Qu'est-ce que cela lui rapporte? Quels sont les avantages? Il doit savoir quel est l'intérêt sur lui. Quels sont les avantages que cela va lui apporter à lui? 2, l'utilité. Ce à quoi cela va servir. Bon, maintenant, je vais changer la façon de travailler. À quoi ça va servir? Il a besoin de construire du sens. S'il ne construit pas du sens, il ne va pas adhérer. Il a besoin de construire du sens. Bon, maintenant, vous voulez bien que je change? Il n'y a pas de souci. Je change mes outils, mes façons de travailler. Il n'y a pas de souci. Mais maintenant, elle est où l'utilité? Qu'est-ce que ça va apporter de façon plus concrète et plus réelle? Construire du sens. S'il ne construit pas du sens, il ne va pas adhérer. Et de 3, la nécessité. Est-ce qu'on a besoin de le faire? Est-ce que c'est nécessaire de changer? Ou finalement, c'est accessoirique, c'est fait pour la forme, c'est fait pour la stratégie, etc. Et donc, il a besoin de savoir, est-ce que c'est incontournable? Est-ce qu'il est impossible d'avancer sans ce changement? Parce que s'il voit que ce n'est pas nécessaire et que ça n'apporte pas forcément grand-chose, il ne va pas systématiquement adhérer. Et donc, je récapitule, il faut que ça ait de l'intérêt chez lui. Ça veut dire qu'il voit que ça a de l'avantage sur lui, sur le plan personnel, individuel, dans sa façon de travailler. Et de 2, que c'est utile pour le travail, pour lui et pour l'entreprise. Et de 3, c'est que c'est nécessaire, c'est indispensable et c'est incontournable. C'est franchement du to be or not to be. Autrement, bien sûr, il n'adhère pas. Alors, donc, dès que éventuellement on en est là, donc après, on a peut-être bien fait un aspect psychologique sur 3 éventuellement, on va dire, éléments. Le premier, c'est la reconnaissance et la clarté. Il a besoin de reconnaître le changement. Il a besoin d'identifier qu'est-ce qu'on veut changer. Il a besoin d'identifier, bien évidemment, en fait, qu'est-ce qu'on lui demande de mettre à la place de sa façon de faire, la façon qu'il avait de faire. Il a besoin, bien sûr, de voir ça de façon très concrète et puis concrètement. Qu'est-ce qu'il aura à mettre en place? Pardon. Après, il doit, bien sûr, développer la confiance par rapport à cette nouvelle façon de faire. Je vais peut-être bien prendre l'exemple du télétravail pour mieux vous expliquer. Alors, systématiquement, primo, c'est bien évidemment, en fait, comprendre, comment ça va se passer ce télétravail. Les outils, les process, les procédures, la façon de communiquer, la façon d'avancer. Il a besoin de savoir et de voir ça clairement et dans la clarté. Maintenant, quand il le voit, il a besoin d'avoir confiance en ce télétravail. Le télétravail, c'est pas une façon qui va montrer qu'il n'est pas efficace. Le télétravail, c'est pas une façon pour le mettre dans un placard. Le télétravail, c'est pas peut-être en fait un outil, qui va lui permettre de l'éloigner ou l'éjecter de l'entreprise. Et donc, il doit faire confiance en cette façon de travailler. Et c'est pour ça que la vision d'être reconnaissable est très claire. Et 3, dès qu'il est dans la confiance, il est dans la participation. C'est sine qua non et c'est systématique. Dès qu'il y a confiance, il y a participation. C'est systématique. Et donc, je parle beaucoup du télétravail parce que c'est le changement que tout le monde avait subi éventuellement, en fait, dans cette période de confinement et bien sûr, cette période j'ai envie de dire, de réaction au Covid-19. Alors bon, maintenant, face
un changement en entreprise, comme dans la vie en général, il y a éventuellement 5 attitudes psychologiques. C'est-à-dire, on va par une courbe, ce qu'on appelle la courbe du changement. Alors, cette courbe-là, elle passe par 5 attitudes psychologiques. La première attitude, c'est le déni. Ça veut dire, je veux rien savoir. Je ne veux, moi, ça, je vais pas le prendre. Moi, ça, je vais pas l'utiliser. Moi, cet outil, j'en ai pas besoin, je vais pas l'utiliser. Voilà. Donc, c'est complètement le déni total. Pourquoi le déni? Parce que c'est la peur, l'angoisse, et donc on va complètement voilà, c'est-à-dire le nier. Moi, j'en ai pas besoin dans mon activité. Ah, moi, je veux rien savoir. Moi, j'assiste même pas à ces formations. Moi, je me sens pas concernée directement. Le déni. Après le déni, viendra l'étape 2, la colère. La personne, elle est en colère. Pourquoi elle est en colère? Parce que, voilà, donc il se retrouve obligé aujourd'hui de considérer ce qu'elle a toujours nié. Et donc, elle est un peu en colère, il y a un ressenti de frustration qui a bien sûr créé la colère. Et donc, on va voir que ça parle, ça gigote, ça critique, ça, voilà, la colère. Systématiquement, la troisième période, qui est le marchandage, négociation. Il va commencer à négocier pour ne pas le faire. Voilà, donc, et si je pouvais faire ça à la place? Et si on fait ça à la place? Et si on fait à la place? Donc, c'est un peu la négociation pour ne pas faire, pour se faufiler de le faire. Et puis après viendra la quatrième phase, qui est celle de la dépression. Il a compris que c'est incontournable. Il ne pouvait ni négocier, ni contourner, ni manipuler, ni critiquer, ni être en colère. Rien ne marche. Il y a une seule chose à faire, c'est bien évidemment de s'intégrer. Et donc, il est complètement dépressif. Et après la dépression, qu'est-ce qui se passe quand il fait sa dépression? Après, il voit que bouffe, c'est incontournable. Qu'est-ce qui se passe? C'est le lâcher prise. Ça y est, lâcher prise. Après lâcher prise, arrive l'acceptation. Et ça y est, parce qu'il lâche prise, parce qu'il a gueulé, il a négocié, il a manipulé, il a discuté, et puis il a vu que ça n'a rien donné. Donc maintenant, il arrive, il a déprimé, après, il va lâcher prise, bon, et il va accepter. Et dès qu'il y a acceptation, il va y avoir participation au changement. Et donc, la production et l'optimisation. Alors, parce que c'est ça le cycle éventuellement de l'accélération du changement en entreprise et puis le changement en général, même dans la vie de tous les jours, la vie quotidienne, dans notre vie. C'est comme ça qu'on réagit au changement. Vous et moi, tout le monde. Hein. Voilà, c'est un peu une courbe complètement générale. Alors, donc, on a la première éventuellement réaction, c'est la passivité. Donc, je veux rien savoir. La personne est passive. Deuxièmement, il y a les réactions. Donc, la colère, j'en ai parlé. Après les réactions, c'est bien sûr l'action solo, négociation, manipulation, voilà, en solo. Et après, il y a les interactions. Donc là, on vient éventuellement participatif. Oui, la participation et la productivité. Voilà. C'est franchement, le manager doit savoir que pour accompagner le changement d'entreprise, il est obligé, mais complètement obligé, de passer par ces 4 étapes. Il va y avoir l'étape de la passivité, il n'y aura que le déni, les gens qui font ensemble de ne pas être au courant, les gens qui font ensemble qui ne sont pas concernés. Il n'y aura que ça. Après, il va y avoir les réactions, alors les colères, les critiques, de tout ordre, hein, c'est-à-dire il sera franchement gâté par rapport à ça. Alors donc, il aura à faire face à tout ça avec bien sûr beaucoup de sérénité, beaucoup de calme et beaucoup rassurer les gens parce qu'il va y avoir un peu cette réaction. Après la réaction, il va y avoir systématiquement agir en solo, l'action en solo. Chacun va essayer de prendre ce qui l'intéresse et laisser ce qui l'intéresse pas, prendre ce qui l'arrange pas, rentrer dans les négociations et les discussions. Et bien sûr, il doit encore accompagner et rassurer encore et encore pour arriver in fine à l'étape interréaction, bien sûr. Et c'est là où il y a la productivité et bien sûr la participation. Et là, il pourrait savoir qu'il a réussi sa stratégie de pilotage de changement. Voilà. C'est un peu dans ce sens. Alors, maintenant, pour réussir ceci, le manager devrait commencer par déjà se poser 4 grandes questions. Donc, il a à travailler sur 4 leviers. Le premier grand levier, c'est comment le projet est-il perçu par mes collaborateurs? Bon, moi, je leur amène un projet nouveau qui va permettre éventuellement de laisser tomber la manière qu'ils aient travaillé et prendre en charge celle-ci. Ou alors modifier leur façon de travailler avant. Maintenant, moi, je leur apporte ça comme nouveau. Et donc, comment le projet est-il perçu par eux? Comment est-ce qu'ils perçoivent ce projet? Donc ça, c'est la première question à poser. Comment le projet est-il perçu par mes collaborateurs? C'est-à-dire que comment ils le voient, pourquoi ils le repoussent,
Euh, Est-ce que pour eux, c'est un projet attractif ou un projet qui est repoussant? Combien de fois vous allez proposer un changement, il va être perçu comme un projet qui est attractif. Et donc, on va voir tout le monde qui adhère. Et combien de fois votre projet va être perçu comme un projet qui est menaçant et qui va bien sûr être repoussé par les collègues. C'est-à-dire tout dépend. Maintenant, c'est au manager déjà de mesurer la perception par rapport à son projet. Est-ce que c'est perçu comme un projet, alors est-ce que c'est perçu comme un projet qui est repoussant? Et donc, les gens, bien sûr, le repoussent. Deuxièmement, quels sont les changements majeurs, bien sûr, générés, bien sûr, sur chacune des populations? C'est-à-dire que pour chacune des personnes dans l'entreprise, ce changement, quels sont les changements majeurs qu'il peut créer chez lui? Il y en a qui auront besoin d'une nouvelle formation, il y en aura qui ont besoin d'une reconversion professionnelle, il y aura qui auront besoin uniquement d'une simple formation d'adaptation, il y en a qui auraient simplement besoin d'une petite thérapie de groupe, bien sûr, pour en parler, d'autres auront besoin de l'accompagnement. Ben, les gens n'auront pas besoin de la même chose. Les salariés, pour le changement, ils n'auront pas besoin de la même chose. Chacun aura un besoin particulier. Et son rôle à lui, c'est d'accompagner le changement de tout un chacun. Ça veut dire que ceux qui ont besoin de discuter, ils devraient discuter. Ceux qui ont besoin d'être formés en reconversion, ils devraient avoir une formation de reconversion. Ceux qui devraient bien sûr être uniquement accompagnés, ils vont être accompagnés. Ceux qui ont besoin d'une petite formation de parrainage ou bien sûr d'adaptation, ils vont avoir ce type d'information. C'est-à-dire que tout un chacun aura un besoin particulier pour bien sûr réussir le changement. Et donc, c'est à lui de repérer quel est le besoin et donc apporter la réponse au changement dans ce sens, de façon individuelle et personnalisée. Je ne peux pas comme ça amener une façon de gérer le changement pour tout le monde et l'appliquer pour tout le monde. Ben non, parce qu'ils n'ont pas la même réaction, parce qu'ils n'ont pas les mêmes besoins, parce qu'ils n'ont pas la même attitude et parce qu'éventuellement ils n'ont pas la même attitude également face au changement. Voilà. Et donc, ils devraient vraiment être dans ce qu'on appelle l'accompagnement individualisé et personnalisé. Alors, donc, et puis troisièmement, c'est aller vers le troisième levier qui est quelles sont les principales populations impactées et comment. C'est-à-dire, il faut un peu qu'ils fassent un ciblage en entreprise. Quelles sont les populations qui sont impactées directement par le changement et cela, ils ont besoin d'actions plus renforcées. Et puis, quelles sont les populations qui ne sont pas impactées directement par le changement et celles-ci, elles ont besoin d'un briefing éventuellement qui est plus smooth et qui prendrait beaucoup plus de temps. Et donc, parce qu'il ne peut pas être avec tout le monde en même temps, il ne peut pas parler avec tout le monde en même temps, il ne peut pas accompagner tout le monde en même temps. Ce n'est pas possible. Et du coup, il devrait procéder par ciblage. Quelle est la population qui a besoin de plus de soutien et quelle est la population qui, elle, éventuellement, on peut y aller doucement avec elle, il n'y a pas de problème. Et le quatrième levier, bien sûr, d'intervention du manager serait quels sont les facteurs d'accélération et ou de ralentissement, bien sûr, de cette conduite de changement. Quels sont les facteurs que j'ai en entreprise sur lesquels je pourrais capitaliser et qui pourraient éventuellement accélérer la conduite du changement, ou alors quels sont les facteurs que j'ai en entreprise et qui pourraient être un blocage, et bien sûr, je devrais, bien sûr, en fait, les prendre en charge et les contourner. Ça veut dire qu'il devrait mettre un tableau, quels sont les leviers, les adjuvants, et quelles sont les contraintes qui sont bien évidemment en fait les blocages et les limites. Voilà. Alors, les adjuvants ou alors les leviers de performance, ils devraient se baser dessus et bien évidemment en fait compter sur eux pour pouvoir évoluer et se développer. Et bien évidemment, en fait, les contraintes qui sont les limites, cela, ils devraient bien sûr les identifier pour pouvoir les contourner, pour pouvoir mieux peut-être bien en fait les identifier et bien sûr y faire face. Bien sûr, dans son argumentaire comme dans son action éventuellement. Voilà. Alors, maintenant, une fois que éventuellement tout ceci est mis en place, il va procéder par ce qu'on appelle un plan de changement. Il devrait mettre en œuvre son plan de conduite de changement ou son plan, bien sûr, du changement. Alors donc, le plan de changement, il va mettre en place la mise en œuvre du plan ou des actions, du plan d'action changement. Premièrement, c'est le chantier de pilotage. Éventuellement, en fait, quel est le chantier du pilotage? C'est-à-dire quelle est la population pilote par laquelle on va commencer et quelles sont les actions pilotes par lesquelles on va commencer. Deux, le chantier organisation, c'est-à-dire que comment le travail est-il organisé. Le chantier communication, quelle est la communication qui devrait accompagner le changement. Le chantier formation, donc quelles sont les formations qu'on devrait bien sûr programmer pour les uns et pour les autres. Le chantier homologation, qui va systématiquement rendre homologué le projet en question. Et enfin, le chantier support, logistique, accompagnement, qui va être là beaucoup plus pour bien sûr soutenir. Alors, je commencerai par le premier, à savoir l'organisation. Alors, l'organisation, ça veut dire, alors c'est un peu toutes les actions qui seraient mises en place pour aider à l'adaptation des définitions des fonctions.
dans l'organisation. Ça veut dire quelles sont les procédures nouvelles qu'il faudrait identifier, intégrer et mettre en place. Et puis, quelles sont les fonctionnalités nouvelles que devrait bien sûr occuper toute une personne dans l'entreprise. Et bien évidemment, quel est le nouveau système d'information sur lequel on va bien sûr s'appuyer pour pouvoir réussir éventuellement ce challenge. Et donc ça, c'est sur le plan organisationnel. On a besoin de trois choses. Bien évidemment, les nouvelles fonctions de tout un chacun. Deuxièmement, les procédures et les process auxquels on devrait bien sûr obéir tout un chacun. Et enfin, le système d'information et logistique qui devrait nous soutenir dans la mise en place de ce plan d'action. Maintenant, deuxième levier, c'est celui de la communication. Quelle stratégie de communication on va adopter? Elle va aussi de dépendre éventuellement, en fait, de la communication. Dans la conduite du changement, c'est la sensibilisation et l'implication, la motivation et l'adhésion de toutes les populations concernées. C'est ça, au fait. Son rôle, c'est ça, c'est communiquer sur le changement, communiquer sur les procédures, communiquer sur les process, communiquer sur les avantages, mais communiquer aussi sur les limites que l'on pourrait rencontrer les uns et les autres. Et surtout, éventuellement, en fait, elle devrait permettre l'implication de tout le monde, parce que, comme on dit, priver l'homme de l'information, c'est défaire ses liens avec l'organisation. Maintenant, on a besoin de renforcer les liens avec l'organisation, et donc c'est la communication qui va renforcer le lien avec l'organisation. Et donc, dans cet esprit-là, c'est le rôle de la communication et celui de renforcer l'implication, renforcer l'adhésion à ces nouvelles, bien sûr, pratiques, et surtout, motiver davantage pour, bien sûr, réussir ces nouvelles pratiques. Et puis, arrive par la suite, justement, en fait, l'homologation. Alors donc, pour un système bien testé et validé par les utilisateurs. Ça veut dire qu'on a validé le système, on l'a testé, on l'a retesté, et là, ça y est, il est approuvé, homologué. Ça y est, dès qu'il est homologué, on passera à la formation systématiquement qu'il faudrait mettre en place pour sa réussite. Et du coup, pour tout un chacun, il s'agit bien évidemment, en fait, de créer ce qu'on appelle la maîtrise ou la compétence. Il faudrait que tout chacun dans l'entreprise puisse maîtriser le système, puisse maîtriser bien sûr la pratique. Et du coup, on fera en sorte bien sûr de prévoir des ingénieries de formation dont l'objectif aussi c'est de renforcer les compétences et bien évidemment créer la maîtrise, créer la performance autour de ce système ou de ce changement. Et enfin, le support, la dernière étape, c'est l'organisation et l'aide à apporter aux utilisateurs de ce nouveau bien sûr changement. Voilà. Lors de la phase du démarrage. Et donc, est-ce qu'ils ont besoin de support informatique? Est-ce qu'ils ont besoin de support, bien sûr, en termes de communication? Est-ce qu'ils ont besoin d'un support psychologique? Est-ce qu'ils ont besoin, bien sûr, d'en parler? Est-ce qu'ils ont besoin, bien sûr, au fait de, voilà, de coaching ou d'accompagnement? Ils ont besoin de quoi? Et donc, être ici à l'écoute pour rassurer et apporter le support qu'il faut. Et donc, ce sont là les 5 étapes, bien sûr, de la mise en place de le plan du changement. Alors donc, dès que c'est mis en place éventuellement dans ce sens, on va systématiquement transformer l'entreprise et ses façons de travailler. C'est sine qua non. C'est un peu la stratégie, le plan changement qui permettrait de transformer et l'entreprise et les façons de travailler en entreprise. Et comme on dit, ce sont the wind of change et c'est toujours important, c'est toujours agréable et pour les salariés et pour l'entreprise. Ça pourrait bien sûr de changer les façons de faire, changer les habitudes. Et en changeant les habitudes, on va certainement changer les résultats. Et les résultats auront bien sûr un impact sur le plan individuel de chacun des salariés, mais aussi sur le plan économique de l'entreprise. Donc, tout est bénéf, j'ai envie de dire. Tout est bénéf. Alors maintenant, il y a ceux qui seront prêts et ceux qui ne seront pas prêts en entreprise. C'est toujours comme ça. Même dans la vie, tu vas apporter rien qu'un changement dans ta vie familiale ou autre. Tu auras ceux qui seraient prêts, oui, à la bonne heure, je suis partant, et ceux qui ne seraient pas prêts, qui seraient un peu réticents. Alors donc, ceux qui ne sont pas prêts, pourquoi ils ne sont pas prêts? Parce que dans leur tête, il y a un peu l'adage, ou alors la phrase qui dit « ce qu'on ne sait pas, qu'on ne sait pas ». C'est-à-dire qu'ils sont tout le temps douteux. Alors, pour eux, il y a une partie petite qu'on sait, mais une grande partie qu'on ne sait pas. Et c'est la partie, c'est pas qu'ils ne savent pas, mais c'est un peu dans leur perception. Ils te disent, non, 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 c'est trop beau pour être vrai. Je suis désolée. Ça, c'est ce qu'on nous dit. Maintenant, qu'est-ce que ça cache? Il y a ça qu'on sait, il y a d'autres choses qu'on ne sait pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on ne sait pas? Voilà. Et donc, c'est un peu les choses qu'ils ne savent pas, pour lesquelles ils sont réticents, au fait. Et donc, systématiquement, en fait, voilà, ils font pas confiance. Pour eux, s'ils savent ça, c'est qu'il y a d'autres choses qu'ils ne savent pas. Et puis, il sera un peu dans la réticence. Maintenant, ceux qui sont prêts, c'est
Ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, qu'on ne sait pas éventuellement, puis ce qu'on sait, qu'on ne sait pas. Alors donc, il y a pour eux les choses qu'on sait, mais les choses qu'on ne sait pas, et puis même quand on ne les sait pas, c'est pas grave, parce qu'on va finir peut-être bien en fait, par les découvrir au fur et à mesure. Ces deux psychologies, ces deux mindsets, ces deux états d'esprit, ces deux postures complètement différentes. Voilà. Donc il y a ceux qui ils vont prendre ce qu'ils savent, et puis ils ne feront pas confiance à ce qu'ils ne savent pas, en te disant non, 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 trop beau pour être vrai, je sais pas ce que ça cache. Ah là là là, moi j'ai pas envie d'être surpris. Ah oui, voilà. Et puis ils vont te sortir plein en fait, d'arguments dans ce sens. Et puis il y a les autres. Alors ceux-là, c'est oui, on sait ça. Après, il y a des choses qu'on ne sait pas, mais c'est pas grave, là, on va avancer. Vous savez, c'est un peu ce qu'on vit aujourd'hui hein, dans ce contexte très spécial. Même dans les entreprises, bon, il y a télétravail, changement de façon de travailler, etc. Et puis vous avez ceux qui disent oui, à la bonne heure, on va changer un peu, on va aller sur le télétravail, on va aller sur une nouvelle organisation, on va aller sur une nouvelle façon d'appréhender le travail, c'est cool, j'y vais, etc. Puis bon, s'il y a des problèmes, on va un peu les découvrir au fur et à mesure. Puis il y a d'autres qui te disent, là, il me dit, moi, télétravail, mais attends, je pense que ça, c'est un piège, c'est pour écarter les salariés, c'est pour peut-être bien, en fait, les marginaliser, c'est pour faire autre chose. C'est suspicieux. Voilà. Et donc, celui qui trouve des excuses, c'est qu'à la limite, ou alors à la base, il n'est pas prêt. Au fait, ça vient du fait qu'il n'est pas prêt pour le changement. Voilà. Donc, il faut franchement l'accompagner et mettre en place avec lui un plan de changement, tout simplement, au lieu de le juger en disant il est nul, ou là, il est incapable, ou là, il est incompétent, ou là, peut-être bien, en fait, il est peureux, ou là, il est dans l'angoisse. Et après, sortir comme ça des jugements pour étiqueter les gens et les faire marcher dans l'entreprise, c'est pas ça que ça se passe. Au contraire, quand il y a quelqu'un qui donne beaucoup d'arguments et qui il trouve beaucoup de réticence, il ne fait pas confiance, c'est parce qu'il n'est pas prêt pour changer. Maintenant, s'il n'est pas prêt, c'est parce qu'il ne construit pas de sens, parce qu'il n'est pas convaincu. Notre rôle en tant que manager, c'est de l'aider à construire du sens. C'est ça notre rôle. C'est l'aider à construire du sens. Dès qu'il construira du sens, il va aller direct vers le changement. Alors, euh, donc, maintenant, pour aider les gens à accepter le changement, qu'est-ce que je peux vous proposer? Le brainstorming, le fameux brainstorming, la réunion brainstorming, ce qu'on appelle le brainstorming créatif. Voilà, la créativité, l'innovation, c'est le meilleur moyen qui va nous permettre, bien sûr, de faire accepter les uns et les autres et bien fait le changement. Donc, le brainstorming créatif pour une meilleure résolution de la crise. C'est ce que je propose. Pour une meilleure résolution de la crise. Comment? Alors, ils vont brainstormer sur ce que vous ne savez pas que vous ne savez pas. Allez, vous voyez, ça fait franchement rire. Ce que vous ne savez pas que vous ne savez pas. Dites-moi. Allez, on va y aller. Alors, sur un tableau, on va écrire. Alors, dites-moi, quels sont les doutes que vous avez en tête? Quelles sont les réticences que vous avez en tête? Quelles sont les idées que vous avez en tête? Vous n'avez pas à les dire. Vous n'avez pas à vous l'avouer, à vous et aux autres. Et que vous dites, ça, je ne sais pas que je ne sais pas. Voilà. Allez, sortez toutes les idées que vous avez en tête. Allez, moi, je veux dire, franchement, les plus moches qui soient, les réticences les plus crédules qui soient. Allez-y, on va toutes, bien sûr, les noter comme ça, sans les juger, sans les critiquer. Voilà, sur le tas. Et du coup, on va commencer un peu, allez, chacun va donner l'idée qui lui fait le plus peur. L'idée qui l'angoisse, mais de façon incroyable. L'idée qu'il n'arrive même pas à imaginer, bien sûr, alors qu'il a les yeux bien ouverts. Tout le monde va bien sûr s'exprimer, on va noter ça, c'est le brainstorming. Alors, et maintenant, on va commencer à revenir à ce brainstorming. Ce que vous savez, parmi ça. C'est-à-dire parmi toutes ces idées, quelles sont celles que vous savez que c'est comme ça que ça se passe. On va les noter. Celles que vous savez que ça se passe, et puis celles que vous n'êtes pas sûr que ça va se passer comme ça. Voilà. Et donc, on va noter, on va bien sûr entourer toutes les idées que vous êtes sûr que ça va se passer, et les idées que vous n'êtes pas sûr, vous avez peur uniquement dans votre tête, vous n'êtes pas sûr. Alors, qu'est-ce qui se passe? À la fin du brainstorming, on va sortir pour une chose. Ils ont tout dit, c'est une thérapie de groupe. Ils ont tout dit, ils ont tout sorti, ils ont créé toutes leurs réticences. Rien à dire, tout a été, toutes les idées les plus brusques, les plus effrayantes qui soient. Et de là, on est arrivé pour les voir avec la distance et pour bien sûr faire le tri. Et en faisant les tri, on a gardé celles dont on est sûr que ça se passe comme ça. Et donc, on va dire, c'est possible pour nous un peu de nous en inquiéter parce qu'on en est sûr. Et éliminer celles
qui mobilise notre énergie, qui mobilise notre pensée, mais on n'est même pas sûr que ça risquerait d'arriver. Et donc, ça crée un blocage, une limite, et c'est dommage. Voilà. Et donc, le brainstorming créatif autour de la résolution de crise s'avère être l'outil extraordinaire pour préparer le changement, ou piloter le changement, bien sûr, dans l'enceinte des groupes. Alors, systématiquement, en fait, voilà, donc, on va aller de là vers, j'ai envie de dire, une table ronde. Dans la table ronde, chacun va pouvoir éventuellement s'exprimer après le brainstorming. Alors, qu'est-ce que tu apprécies dans cette méthode? Et chacun devrait... Parce que les gens, ils jugent, ils se bloquent, mais sans éventuellement, en fait, prendre la peine de voir qu'est-ce qu'ils pourraient apprécier dans cette nouvelle méthode. Ils n'ont pas pris le temps de le faire, ils n'ont pas pris le temps de juger ça. Non, j'en ai pas besoin. Non, mais c'est quoi ça? C'est menaçant, c'est une arnaque. Non, non, mais attends. Maintenant qu'on a fait ça, que tu as vu que ce sont tes idées qui te font peur, mais c'est pas le changement en lui-même. Après le brainstorming créatif. Maintenant, tu me dis qu'est-ce que tu apprécies dans cette méthode. Et donc, chacun va prendre le recul nécessaire et rédiger sur un papier qu'est-ce qu'il apprécie dans cette méthode. Deuxièmement, qu'est-ce que tu apprécies? Tu as bien fait du mal à accepter. Parce que tu ne sais pas pourquoi tu n'apprécies pas cette méthode. Tu dis non parce que les autres, ils ont dit non, l'effet de groupe, ou alors l'appréciation personnelle, la première impression. Mais tu n'as pas de réponse logique ou objective. Ça peut pousser les uns les autres à réfléchir et à donner une réponse qui soit logique. Et du coup, qu'est-ce que tu apprécies moins dans cette méthode? Chacun devrait être capable de nous dire qu'est-ce qu'il apprécie moins dans cette méthode. Il devrait l'écrire. Ou alors, pourquoi est-ce qu'il a du mal à intégrer cette nouvelle méthode? Il faut qu'il l'écrive. Il doit avoir, bien sûr, j'ai envie de dire, une raison valable pour qu'on puisse l'accompagner. Et la troisième question, c'est ce dont j'ai besoin à présent pour pouvoir accepter cette méthode. Et c'est là on devient participatif. Qu'est-ce que ce dont tu as besoin là, maintenant, aujourd'hui, à l'instant pour adopter cette nouvelle méthode? Et donc là, ça serait plus logique parce que tu as pu mettre le doigt sur ton besoin et quand on connaît son besoin, on connaît quel est l'accent qu'on pourrait mettre en place pour répondre à son besoin. Et systématiquement, dès qu'on mettra en place l'action, on va commencer à vivre l'expérience. Et en vivant l'expérience, on va capitaliser sur l'expérience parce qu'on aura un résultat. Et donc, sur le résultat, on va pouvoir modifier nos résultats. Et c'est comme ça que le learning management ou le knowledge management va s'enclencher. Voilà, mes amis, j'arrive à la fin de cette intervention sur la conduite du changement. J'espère qu'elle a pu être intéressante, qu'elle a pu aussi répondre peut-être bien fait à votre interrogations par rapport éventuellement à cette grande question de comment changer, ou alors comment piloter le changement, ou alors comment intégrer le changement d'entreprise. Aujourd'hui, ce qui est demandé à tout un chacun pour qu'il soit performant en entreprise, sa capacité à piloter le changement et sa capacité à s'adapter au changement. Ce sont là les deux compétences qui vont être très exigées dans l'ère post-Covid-19. Et donc, j'espère que cette intervention vous a été très utile, qu'elle a pu bien sûr bien vous éclairer et vous permettre de prendre le recul par rapport à vos façons de faire et puis, pourquoi pas, à mieux aborder le changement qui devient aujourd'hui nécessaire. Merci à vous tous, à la prochaine fois. Au revoir.